sorti de l'école en 1971. C'est-à-dire j'avais 18 ans. Tambana moda magangama dedi ya dedi di le malena rama mani yang ngga nyani ngga dedi. Non, j'ai pas de diplôme, mais j'ai fait couture, tout ça. Fait ménage, couture. Il que ça comme métier. Et puis, j'ai apprendre à chanter. À chanter les tempérances, les dos, à Donovan. Il y avait, en ce moment-là, il y avait l'école ménagère, l'école technique, ici qu'on disait l'école technique, l'école ménagère. J'ai juste eu mon CAP ménagère, on dit quoi. Quand j'ai fini l'école, bon bah, il n'y avait pas un papier pour certifier comme quoi qu'on a un certificat, non. Nina madabi ya nyabi ni biodi ni mu ni biodi molli ya ba melo ali wade du melo force mele nganya ni yemu dal kalo yara bi di le ya binale ngonjeje. Après ma confirmation, j'ai resté en dehors. Moi, je suis yara go amara wani yemu la nyanga mara mulo. Wadan ju yani na le ngamela wajo. Na lia tam anda halu kada nina na lo mo bia ba se melo yo mo melo anga ni bendele yara wi na go mo wow. Quand on était sortis, moi de mon temps, c'est sorti et puis moi j'avais envie de travailler, oui. Et comme mon temps aussi, j'avais vu les Américains arriver avec des gros camions, avec des engins, et ça m'a resté à cœur de vouloir apprendre à travailler. Tous ces matériels-là, tous ces camions-là, tous les engins-là, puis voilà. Ça m'a toujours resté dans l'idée. Le rawa le yara ni jihen juhamni le yara ba wo ma va kani bendele ya dan mo jumu kani ya ni bendele mboda wi vadun ma ta le wi ya le yara na boni jumu. À 18, 19 ans, je partis de l'école. Je suis sorti, on a seulement lire, écrire, compter et sans autre, même pas certificat, comme ça. Dan mi wi den joa ya ni den joa trawa len mi ye bidaw di nando ya ganyo bodi nga mele ya dan yo fatu ko mo na di mele ya wi yo ye mele bi ngoni ya wa mbango ya oni. J'ai regretté un peu, c'est que je ne me suis pas mise à fond pour l'école. Avant, quand tu n'as pas ton certificat d'études, tu ne passes pas, ben, tu vas à l'école ménagère, il n'y a qu'un seul chemin. Alors qu'aujourd'hui, ils ont plusieurs branches pour aller vers la réussite de leur scolarité. L'école m'a ouvert un chemin auquel je me suis accroché dessus et puis voilà. Oui. J'arrive à faire beaucoup de choses oui, à travers l'école, c'est le résultat de l'école. Oui. Mama wi na wo mo ba den yumu wo mo de me ya wi mama no mani hana banam ngala wa jana na nya wa wi no me ga ni ga ko jana ba ya ro me banam ngai ni ka ye boli ga tan ju hauda ga bi ana ganya. Si on n'a pas eu des diplômes, même des bacs aussi, mais avec peu qu'on a appris, bon,
on n'est pas loin des bacs et puis des licences auxquelles moi j'ai vu aujourd'hui. Et pendant ma carrière où j'ai travaillé, ben voilà. Oui. Pour dire le bac c'est bon, mais pour ceux qui veulent arriver aussi, la hauteur du bac, bon ben c'est possible. Bonsoir à tous. Même si les anciens ont pu au moins apprendre à lire et à écrire, ils n'ont pas eu la chance de recevoir un enseignement de qualité. Heureusement, avec la fin de l'indigénat en 1946 et l'accession des Kanaks à la citoyenneté, la situation va s'améliorer peu à peu. En 1950, 3 Kanaks obtiendront le certificat d'études primaires. Ils seront 5 en 1951. Le dernier volet des Traces du passé, consacré à l'histoire de l'école, c'est tout de suite sur NCTV. L'indigénat s'arrête en 1946 et c'est vrai que ça va entraîner beaucoup de bouleversements dans la société calédonienne et pour ce qui est de notre sujet, dans l'organisation de l'enseignement et sur l'accès des indigènes à l'enseignement, à l'éducation, à l'école. Mais ça va encore prendre un peu de temps pour que les mentalités changent et puis pour que des dispositions soient prises pour assurer une égalité parfaite. Ce qu'il faut réaliser, c'est que du point de vue de l'expérience des sujets ex-colonisés ou du point de vue de l'administration, on ne se réveille pas décolonisé un matin au motif qu'on n'est plus une colonie. Et par exemple, les registres des archives, jusqu'en 1951, on voit biffer, on voit rayer le terme indigène. C'est-à-dire qu'on continue localement, quelquefois, jusqu'en 1951, à parler des écoles indigènes. On ne peut plus parler des indigènes officiellement, on doit parler des autochtones. Et les écoles indigènes deviennent des écoles de tribus. Donc on a un changement qui n'est pas seulement un changement cosmétique. Hein. Il y a une volonté, alors peut-être pas encore d'harmonisation complète des conditions de scolarisation entre les écoles anciennement pour enfants de colons et les écoles indigènes, mais disons qu'un effort va être fait, notamment avec la nomination d'un inspecteur qui va prendre en charge donc qualitativement la formation continue des moniteurs Kanaks. On va commencer à se préoccuper de les remettre à niveau, et ce qu'on a surtout dans les années 50 et 60, c'est une vaste opération d'harmonisation des moyens. Là, vraiment, il va y avoir des changements qui vont intervenir, avec la loi cadre en particulier. Et là, il faut souligner le rôle très important qu'a joué le ministre de l'Éducation de l'époque, qui s'appelait M. Le Borgne. Eh bien, il a mis en place un certain nombre de dispositions qui ont facilité l'accès des indigènes, qu'on appelle d'ailleurs à partir de ce moment-là des Mélanésiens, à l'école. Il y a eu aussi des crédits qui ont permis la construction d'écoles. Donc on va voir la Nouvelle-Calédonie se couvrir d'écoles qui n'existaient pas auparavant, dans les centres de brousse, dans les tribus. On se préoccupe de faire en sorte, notamment qu'il y ait un rattrapage du public par rapport au privé, et chaque commune va être dotée, comme c'est le cas en métropole, chaque commune, à l'exception de Cougny, à l'exception de l'île des Pins, dans mon souvenir, chaque commune va donc être dotée d'une école publique. Donc on trouve énormément d'archives sur les négociations autour du terrain, qui va céder l'endroit où on va construire l'école. Et on est dans une vaste opération de généralisation de l'obligation scolaire, c'était déjà bien avancé, et de tentative d'harmonisation des conditions de scolarisation des Kanaks par rapport non seulement aux autres habitants de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi par rapport à la norme métropolitaine. C'est vraiment à partir de ces années, hein, avec un renforcement dans les années 60, que dans l'esprit des inspecteurs généraux, alors c'est un certain monsieur Courtou
inspecteur général en charge de l'Outre-mer au ministère de l'Éducation nationale. Dans son esprit, donc il visite la Polynésie, il visite la Nouvelle-Calédonie. Idéalement, le signe du progrès, le signe de la justice, le signe de l'égalité, c'est qu'un enfant du fin fond de la brousse en Nouvelle-Calédonie fasse exactement la même chose au même moment qu'un enfant du fin fond de l'Auvergne en France métropolitaine. Tout ça au nom de l'égalité citoyenne. Donc il va y avoir un développement massif de l'enseignement public dans l'intérieur, aux îles et vers les tribus. Et à partir de là, les Mélanésiens vont aller de plus en plus dans les écoles publiques et du coup, de moins en moins dans les écoles privées, confessionnelles. Ce qui veut dire que c'est à partir des années, on va dire 1957-58, qu'on va voir le début de l'inversion de la fréquentation entre ces deux systèmes d'enseignement. J'ai fait la comparaison entre les écoles de mission et l'école publique. Et moi qui ai passé toute ma scolarité donc à l'école publique, j'ai bien vu que c'est l'école publique qui avait les moyens. Et après, donc, j'ai choisi d'aller dans les écoles de mission parce que pour moi, il fallait apporter le savoir aux plus démunis, à ceux qui n'avaient pas les moyens. Et les plus démunis et ceux qui n'avaient pas les moyens, c'est nous les Kanaks. Ici, à cette époque-là. On peut dire que les collèges aussi, à partir de 1957-58, vont se multiplier et que l'enseignement secondaire explose en gros à partir des années 60. Pensez qu'au début des années 60, il n'y avait qu'un seul collège public à Nouméa, c'était le collège de la Pérouse, et il y avait deux collèges privés, le collège du Sacré-Cœur tenu par les frères Maris pour les garçons, et le collège Saint-Joseph de Cluny, tenu par les sœurs de Cluny, pour les filles. Donc on va avoir un énorme effort quantitatif, un effort de formation, et puis progressivement aussi, ouverture de cette possibilité de passer les mêmes diplômes que les Européens, et timidement aussi à partir des années 70, mais de manière de plus en plus affirmée, ouverture de ce qui leur était jusqu'alors totalement hors de portée, l'enseignement secondaire. Entre 1953 et 1958, les effectifs du secondaire vont augmenter de 50% et ceux du technique de 75%. De 1970 à 2002, ils passeront de 3000 élèves à 19 700 élèves et ceux du privé de 2100 à 10 100. Les collèges commencent à se multiplier. Et en 1952, Boniface Ounou devient le premier Kanak à passer le baccalauréat. Lorsqu'il a été créé, ce collège La Pérouse, et pendant très longtemps, il a été le seul établissement menant jusqu'au baccalauréat, qui, lorsqu'il a été créé, ne s'appelait pas le baccalauréat, mais s'appelait le brevet de capacité coloniale. Ça, c'était autour de 1910, mais il avait l'équivalence du baccalauréat, et ceux qui passaient en Nouvelle-Calédonie le brevet de capacité coloniale pouvaient rentrer dans les universités en France avec l'équivalence du baccalauréat. Par exemple, Boniface Ounou est en 1962 le premier Mélanésien à avoir réussi à passer, donc réussir le baccalauréat. Boniface Ounou, donc, qui a été maire d'Ouvéa, eh bien, il passe le premier, le baccalauréat en 1962. Beaucoup d'autres vont suivre. Moi-même, je me rappelle avoir été en classe, en terminale, avec Éloi Machoreau, c'était en 1963 ou 1964, à une année près. Eh bien, on a passé le bac ensemble. Et il y avait déjà plusieurs Mélanésiens qui le passaient. Et ça, c'était seulement 2 ou 3 ans après Boniface Ounou. Il faut attendre 1962.
C'est-à-dire il faut attendre 109 ans après la prise de possession par la France pour que le système français puisse décerner ce qui est le pivot central du système scolaire, c'est-à-dire le baccalauréat. Alors on peut retenir ce chiffre de cette date de 1962. Ce qui me paraît le plus important de retenir, c'est que virtuellement, cette ouverture, cette possibilité qui est donnée là, à partir des années 60 de passer le baccalauréat, ça va vraiment être du compte-gouttes. Et ce qu'ont très bien montré les sociologues, Kohler, Vacant, Pillon dans les années 80 plus tard, c'est que la probabilité pour un Kanak à la fin des années 70, au début des années 1980, d'obtenir le baccalauréat, elle est considérablement inférieure à celle d'un enfant européen. Donc on a une ouverture du système en termes, je dirais, juridiques. Ce qui était interdit devient possible. Mais ça ne va concerner finalement dans les premiers temps qu'une toute petite minorité. Ce qu'on a là, c'est une massification de l'enseignement, mais ce n'est pas une démocratisation. Et si on garde ça en tête, on comprend un peu mieux la revendication d'une autre école, qui soit autre au plan culturel, mais qui soit autre aussi au sens où elle permette aux enfants kanaks de réussir. Ce qui n'est pas le cas avec l'école qui va s'imposer dans les années 50, 60 et 70. Il faut attendre donc les années 1970 pour que vraiment l'enseignement secondaire de second cycle, c'est-à-dire lycée, sorte du seul lycée La Pérouse. Alors ça a été le lycée Blaise Pascal chez les catholiques, ou bien le lycée Anova encore chez les catholiques à Païta, et puis alors chez les protestants, bien sûr, le lycée d'Occamo. Voilà, alors le lycée d'Occamo, c'était un lycée qui au départ était, je ne dirais pas exclusivement ouvert aux Mélanésiens, aux Kanaks, mais de fait, il l'a été pendant très longtemps. Et puis maintenant, si vous regardez la sortie des collèges ou des lycées à Nouméa et le nombre d'élèves mélanésiens ou océaniens qui obtiennent le bac, qui rentrent à l'université, ça donne une idée du chemin parcouru. Certes, il y a encore des inégalités. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde les statistiques, on s'aperçoit que le nombre d'Océaniens et de Mélanésiens en particulier qui obtiennent le bac est inférieur en proportion à celui des autres ethnies et des Européens en particulier. Mais voyez-vous, tout ne peut pas se faire en un jour. Je considère qu'il y a encore beaucoup de progrès à accomplir, mais au nom de ces nécessaires progrès qui sont à accomplir, il ne faut pas non plus occulter le passé en disant que tout ce qui a été fait est finalement mauvais. Moi, je considère que le chemin parcouru depuis la première école qui date de 1859 et dont on a parlé, eh bien, il est énorme et il amène aujourd'hui à une société scolaire qui est épanouie, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire pour l'adapter encore davantage à la vie calédonienne en général. C'est-à-dire qu'on le sait, tous les bacs ne se valent pas. Et il y a une surreprésentation jusqu'à aujourd'hui des Kanaks dans les voies les plus dévalorisées, non pas tellement par rapport à leurs débouchés que par rapport à leur valeur symbolique dans l'ensemble du système. Et ça a été bien montré relativement récemment par mon collègue Gérard Lavigne dans sa thèse. Les inégalités scolaires sont toujours là. Ce qui est un peu différent, c'est que, paradoxalement, au nom du destin commun, il est beaucoup plus difficile de se faire une idée, de se faire une mesure statistique de ces difficultés scolaires. Et là où je dis aussi que c'est paradoxal, c'est qu'au moment des événements, ou juste avant les événements, les collègues de l'Oxfam, les sociologues, ont la possibilité de faire des tris dits ethniques. Aujourd'hui, c'est très difficile. Du coup, c'est aussi difficile d'objectiver les différences de parcours et les différences de réussite scolaire en fonction de l'origine ethnique, mais aussi de l'origine sociale, en termes de catégories socio-professionnelles des parents, en termes de résidence. Qu'est-ce que c'est que d'habiter dans les quartiers sud de Nouméa, dans les squats, ou d'habiter à Poimout ou à Koné. On a du mal à se faire une idée des évolutions, précisément. En tout cas, malgré le travail forcé, les punitions et les châtiments corporels, les anciens restent toujours nostalgiques de leurs années d'école.
L'avenir, tout se passe à l'école maintenant. Si on n'apprend pas beaucoup, si on a sorti avec rien à l'école, c'est dur à gagner sa vie. Pour bien gagner sa vie, il faut bien faire l'école. L'école d'aujourd'hui, ce n'est plus comme notre école avant. Là. Je dis toujours à mes enfants, mes petits-enfants, vous avez tous les atouts devant vous. Alors que nous, avant, on n'a pas ces atouts-là. Voilà. On n'a pas cette chance-là d'aller plus loin. Alors que maintenant, ils ont tous les atouts. Et nous, avant, on n'a pas... quand je les vois maintenant dans leur CDI, ils ont tout pour savoir. Mais ils ne prennent jamais le temps de lire un livre. Alors que nous, avant, c'est précieux un livre pour nous. Quand on dit on va à la bibliothèque, mais on courait pour avoir un livre, pour lire, parce qu'on voulait savoir cette histoire à la fin, on commençait. J'ai encouragé toujours les jeunes de bien apprendre les choses à l'école, de bien travailler à l'école. Parce que dans leur temps aujourd'hui, ils ont beaucoup de désavantages, mieux que nous à l'époque. Oui. Mais ils ont tout là pour réussir. Et c'est pour ça que je les encourage, il faut qu'ils travaillent et puis qu'ils prennent ça bien. Être conscient de ce que, comme outillage, comme l'équipement, oui. Que l'avenir de ces pays, s'ils font bien, bon, bah, ils arrivent. Oui. Je leur ai toujours dit qu'il faut qu'ils aillent le plus longtemps possible. Qu'ils restent à l'école le plus longtemps possible parce qu'on a besoin de cadres quoi, pour le pays. Ça, c'est ce que je leur ai toujours dit dans le secondaire. Moi, j'ai enseigné parce que pour moi, c'était une vocation. J'ai aimé, j'ai été faire mes études pour revenir et être prof quoi, de français. Et donc, c'est un peu comme quand j'allais à l'école, quoi. Moi, j'ai aimé aller à l'école. L'école, je l'ai aimé, mais c'est vrai, il y a des matières où je suis faible, mais l'école de Deneva, c'est ma vie. J'ai appris beaucoup de choses ici à Deneva. J'ai appris des choses que je ne sais pas si un jour je pourrais oublier tout ce que j'ai appris ici. Ouais. Nous, les anciens, avec peu de moyens, quoi, hein, dans le temps à nous, bon, ben, on a fait beaucoup de choses, ouais. Aussi bien que des cadres ou des ingénieurs. Moi, j'arrive au top de tous ces gars-là, oui, avec ma carrière auquel je suis aujourd'hui. Ben, maintenant, si vous passez sur la traversale de Konetiwaka, c'est moi qui ai fait l'ouverture de Konetiwaka. Oui. C'est grâce à l'école. Mais pour faire l'ouverture, il ne faut pas un bac pour. Hein. J'ai une petite école de là, c'est moi. Là. Alors, je traversais la Calédonie en deux. Pour dire que hein, les peu de choses qu'on a appris, bon, ben, on fait beaucoup de choses. Qui est grand, oui. Et important aussi. Maintenant, je fais mon champ de bananier tout seul. J'ai appris là-bas. J'ai appris à faire un champ de bananier. J'ai appris à faire mon champ de légumes. J'ai appris à faire mon champ de patates. J'ai appris à faire mon champ de manioc. Voilà. Ce sont des choses que l'on a appris à l'école. Hein. Celui qui est au collège ou bien à l'université de Nouméa, hein, il ne connaît pas planter son champ de patates ou bien comment il faut faire pour faire pousser la salade ou bien pour faire pousser le manioc. Voilà, c'est ça des souvenirs. Je suis content que je connais un peu quelque chose. Je lis, mais je comprends tout ce que je lis, quoi. Je comprends. Il y en a des mots que je ne comprends pas en français. Mais il y en a, je comprends. Je suis un peu émue quand je vous parle de ça parce que j'ai vécu des moments formidables ici à Deneva. Je ne sais pas si je pourrais oublier ça. Il y a eu des hauts, des bas, parce que c'est dur, la vie elle est dure, mais c'est ce Deneva-là qui m'a forgé. J'avais des trucs que j'ai gardé pour moi. Pour moi, j'ai gardé tant que j'ai fait l'école. C'est des bonnes choses que j'ai
C'est en moi, mais je ne dis pas, mais c'est en moi. C'est les chants, j'ai chanté. C'est quelque chose en moi maintenant. Je chantais beaucoup. J'ai chanté le dos, je chantais le taperas. Ça veut dire que voilà, c'est quelque chose que j'ai pris pour moi. Les deux trucs, puis lire la Bible, tout ça. C'est ça, toutes les trois choses que j'ai pris, les chants et la Bible, écouter la parole de Dieu. Voilà, j'ai pris ça. Voilà, c'était le dernier épisode de ces 3 numéros consacrés à l'histoire de l'école. Je vous remercie de votre fidélité. On se donne rendez-vous même jour, même heure pour un nouveau magazine des traces du passé. Bonsoir à tous.